Je vais revenir un peu sur mes travaux sur l'adoption parce que forcément, ça a été ceux qui ont pris la plus grande part de ma carrière là, depuis les derniers 25 ans. Et depuis les derniers 10 ans surtout. À peu près dans le courant des années 2000, ce que j'avais fait après avoir travaillé sur l'adoption internationale, j'ai eu plusieurs recherches sur l'adoption internationale avec un juriste de l'Université Laval qui s'appelle Dominique Goubeau. J'ai fait une recherche sur l'adoption dans les centres jeunesse, l'adoption qui est planifiée, organisée par les centres jeunesse eux-mêmes pour trouver un projet de vie permanent aux enfants placés qui ont été retirés à leurs parents et dont on ne prévoit pas qu'ils pourront retourner vivre dans leur famille. Donc, on se dit qu'il faut trouver une solution pour eux. À travers cette recherche-là, ce qui est ressorti de manière frappante, c'est que le fait que notre adoption soit toujours plénière, c'est-à-dire le fait que notre adoption soit une adoption qui rompt légalement le lien d'origine et qu'il n'y a pas d'autre solution que ça. Si on adopte un enfant qui est pleinement intégré dans la famille, mais qui perd tout lien avec sa famille d'origine. Ce cadre juridique-là crée des circonstances à l'intervention protection de la jeunesse qui sont bien structurantes de comment l'intervention se fait. Parce que si un enfant a intérêt à être adopté, on n'a pas le choix de s'assurer qu'une fois devant le juge, on pourra dire au juge que cet enfant-là doit être adopté parce que, dans le fond, il est abandonné de fait ou de droit par sa famille d'origine. Comme dans les circonstances d'enfants placés en protection de la jeunesse, les parents ne consentent pas à l'adoption, mais se voient plutôt retirer leur enfant et très souvent résistent à cette adoption-là, au projet d'adoption qu'on formule. Ce qui se passe, c'est que les centres jeunesse ont développé un modèle de pratique qui s'appelle les adoptions en banque mixte. Ils placent l'enfant dans une famille qui souhaite l'adopter, mais qui accepte de jouer le rôle de famille d'accueil tant que l'enfant ne devient pas légalement adoptable. C'est-à-dire que c'est des candidats à l'adoption classiques qui veulent adopter un enfant, mais ils se retrouvent à être famille d'accueil rémunérée pendant un temps qui peut être très long, parfois 3, 4, 5, 6 ans, avant que l'enfant devienne légalement adoptable, parce que l'enfant a été retiré à ses parents. On pense, et on a de vraies bonnes raisons de croire qu'il ne pourra pas retourner avec ses parents, mais la situation n'est pas claire. Les parents peuvent peut-être, et ça arrive, se reprendre en main, réussir à travers le processus qui leur est imposé de visite, de démonstration de leur capacité parentale, à faire cette démonstration-là et à récupérer leur enfant. Dans la majorité des cas, ça n'arrive pas. L'enfant finit par être adopté par la famille. Mais pour qu'il finisse par être adopté par la famille d'accueil, on doit faire en sorte que se défassent les liens avec la famille d'origine, même quand ces liens-là existent. Parce qu'il y a des parents qui sont totalement inadéquats, mais qui pour autant ont des liens avec leur enfant. Ou les parents n'ont pas tellement de liens structurants avec leur enfant, mais la famille élargie en a. Et là, c'est un des contextes où mon dada pour la parenté et la présence des liens de parenté dans la vie des gens me revient souvent, parce qu'on a étudié des cas là, dans 3 régions différentes du Québec. On a étudié des cas avec des familles banques mixtes. On interviewait
les intervenants chargés de la protection de l'enfant, les intervenants chargés de son projet d'adoption, la famille d'accueil. Quand on pouvait, on interviewait la famille d'origine. Et dans certains cas, quand l'enfant était plus grand que 10 ans, on interviewait l'enfant. On voyait les points de vue différents, on comprenait comment fonctionnait le système dans les centres jeunesse. Alors, il y a des comités cliniques, il y a des comités projets de vie, il y a toute une mécanique, il y a des guides de pratique. On analysait l'ensemble du matériel qui pouvait permettre de comprendre comment se déployait ce modèle d'intervention. Et on arrivait à comprendre que dans certains cas, tout va bien, c'est clair que l'enfant doit passer à une autre famille, doit être adopté, il n'y a pas de lien qui valent la peine de mentionner quasiment avec la famille d'origine. Mais dans de très nombreux cas, c'est loin d'être aussi clair. Et ce qu'on voit, c'est que le cadre juridique oblige les intervenants à travailler de manière telle que, à travers des visites uniquement supervisées, à travers des contraintes imposées aux parents d'origine pour qu'ils viennent de moins en moins souvent ou qu'il y ait de plus en plus de difficultés à venir au rendez-vous, pour que, à travers le temps, on finit par faire en sorte que le parent que personne ne veut voir parce qu'il est un embarras dans la situation, on voudrait bien qu'il consente à l'adoption, ce parent que personne ne veut voir, mais on finit par ne plus le voir, ou bien on finit par être capable de démontrer qu'il se montre inadéquat par rapport à toutes les règles qu'on cherche à lui imposer. Autrement dit, on doit défaire des liens qui existent pour arriver devant le juge et que le juge dise « bien, il n'y en a plus de lien ». Et le principal critère, c'est le lien d'attachement. Donc là, ça, c'est le pouvoir des experts de la psychologie, de la psychanalyse et du travail social, qui, avec la théorie de l'attachement, qui est une très bonne théorie, soit dit en passant, on finit par faire reconnaître l'idée qu'un lien parent-enfant, c'est un lien d'attachement positif, structurant, et que quand il n'y a pas de lien d'attachement positif et sécurisant entre un parent et son enfant, bien, il n'y a pas de lien avec cette parenté d'origine qui vaille la peine d'être maintenue. Quand on se met à regarder ça sous l'angle de l'intérêt de l'enfant et qu'on pense à l'enfant comme étant un être qui va grandir, qui n'a pas simplement 3 ans, 4 ans, qui est un adulte en devenir, que ces liens de parenté sont une part de ce qu'il est lui, de son capital social, disons, et que quand il sera adulte, il pourra revenir sur son parcours et se demander pourquoi, alors qu'il avait intérêt à être adopté, mais qu'il n'avait pas nécessairement intérêt à être coupé de sa famille d'origine, pourquoi l'a-t-on quand même coupé de sa famille d'origine de manière aussi drastique que par l'adoption plénière? La réponse, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc, il y a lieu de se dire, est-ce que notre modèle d'adoption est le seul possible et est-ce qu'il est pertinent de conserver un régime légal d'adoption qui ne permette aucune nuance dans la réassignation des enfants à une nouvelle famille? Est-ce qu'on peut offrir une nouvelle famille à des enfants sans pour autant changer leur identité? Là, quand l'adoption est prononcé, l'enfant change de filiation, son certificat de naissance est modifié, son nom change, son milieu social change, tout change. On a documenté des situations où, par exemple, une des situations à laquelle je pense, je l'ai documentée à travers des entretiens auprès de jeunes adoptés adultes. C'était pas dans le cadre de cette recherche-là sur la banque mixte, mais c'était quelqu'un qui était passé par un processus similaire, se retrouve à l'âge adulte avec sa sœur biologique, entre guillemets, qui n'a pas été adoptée, elle, mais qui n'est plus sa sœur, a renoué des liens avec sa mère, avec qui elle s'entend vraiment pas très bien, mais quand même, sa mère vieillit et tout,
a retrouvé des liens avec son père qu'elle n'avait pas vraiment connu enfant, mais qui sont des liens qui ont plus d'allure. Mais il n'y a pas de... C'est des étrangers les uns pour les autres. Et quand elle voit que sa mère va commencer à avoir besoin un peu plus du soutien de ses enfants, elle n'a aucune légitimité pour intervenir auprès de sa mère. S'il se passe, en tout cas, on voit des situations très concrètes où ça devient absurde un peu d'avoir des liens familiaux qui s'avèrent être redevenus actifs et vivants après quelques années passées dans la famille adoptive, mais qui ne sont légalement pas du tout reconnus alors qu'il y avait un fondement à ce qu'ils soient peut-être maintenus. À partir de cette recherche-là sur la banque mixte, à partir de travaux sur l'adoption internationale, qui montrent aussi que, bon, en adoption internationale, on le voit bien, dans les pays d'origine des enfants adoptés à l'étranger, il n'y a pas toujours un modèle d'adoption plénière qui est en force. Donc, une fois que l'enfant arrive au Canada ou arrive aux États-Unis, l'adoption prononcée à l'étranger qui n'auront pas les liens d'origine est convertie une fois dans le pays ici en adoption qui auront les liens d'origine. C'est une procédure qui est autorisée par les conventions internationales. Même si elle n'est pas obligatoire, on pourrait très bien décider qu'on reconnaît l'adoption prononcée ailleurs. Ici, on ne le fait pas parce que, d'une part, le régime légal d'adoption ici ne l'autorise pas, mais aussi parce que les politiques d'immigration et les lois sur l'immigration ici exigent qu'un enfant qui entre à titre d'enfant adopté soit considéré comme un enfant qui va être sans aucun lien avec ses parents d'origine une fois ici, parce qu'on veut prévenir les réunifications familiales. Donc, on voit aussi dans les situations d'adoption internationale que ça se pose la question de est-ce que notre régime d'adoption pourrait être assoupli pour tenir compte de certaines réalités. Je sais que Chantal Collard vous a parlé des adoptions intrafamiliales, par exemple. Bon. Et il y a une autre circonstance où la question se pose, c'est dans les adoptions de l'enfant du conjoint. Quand j'ai un cas en tête, là, une jeune femme dont le conjoint est mort, elle est restée avec un enfant, veuve, sa belle famille, donc les grands-parents paternels sont très proches, sont très investis. Elle a un nouveau conjoint, elle a un enfant avec son nouveau conjoint, qui est très investi auprès des deux enfants qui souhaitent adopter le plus vieux. Le seul moyen d'adopter le plus vieux, c'est de rompre tous les liens avec la famille paternelle. Parce que la seule forme d'adoption qu'on a, c'est une adoption qui rompt tous les liens avec la parenté antérieure. Mais c'est important que le nouveau conjoint adopte, puisque si la mère décède, il faut que le nouveau conjoint ait une légitimité pour s'occuper de l'enfant. Autrement, si la mère décède, c'est pas lui le père. Et comment peut-il faire valoir ses responsabilités ou ses droits à l'égard de l'enfant? Ça crée une autre situation absurde où on voudrait que le lien avec la famille paternelle ne soit pas rompu du seul fait que le nouveau conjoint ait adopté l'enfant. Et on n'a pas de statistiques sur le nombre d'adoptions de l'enfant du conjoint, mais on commence avec une collègue là, qui s'appelle Carmen Lavallée, qui est prof de droit à l'Université de Sherbrooke. Elle et moi, depuis, on commence, pas vrai, ça fait de nombreuses années qu'on traîne une recherche. On a obtenu la permission d'analyser les dossiers judiciaires d'adoption dans le district de Sherbrooke des années 50 à maintenant. On a fait un échantillon aux 10 ans, une année sur 10. On a dépouillé ces dossiers-là. Et là, on est en train de voir que, pour cette région-là du moins, mais on peut penser qu'il n'y a pas d'autres recherches à notre connaissance qui est portée sur les dossiers judiciaires d'adoption parce que ça demande une procédure à la cour pour avoir l'autorisation d'aller et tout. On voit bien que les adoptions d'enfants du conjoint commencent proportionnellement à être très, très importantes. Les adoptions internationales sont maintenant moins nombreuses que les adoptions internes.
Et dans les adoptions internes, les adoptions de l'enfant du conjoint sont à peu près aussi nombreuses que les adoptions d'un enfant étranger par la banque mixte, là, par la protection de la jeunesse. Donc, ça vaut la peine de regarder ces situations-là et de se poser la question d'une réforme législative. Ce n'est pas une question qu'on s'est posée juste nous autres en tant que chercheurs intéressés à ce sujet. C'est une question qui est arrivée sur la place publique beaucoup à travers la réforme de la loi sur la protection de la jeunesse qui a été faite en 2006. Cette réforme-là, dans l'intérêt des enfants, a prescrit des délais très courts maintenant quand un enfant est retiré à ses parents pour que les intervenants et les tribunaux passent à des décisions plus fermes pour déterminer le projet de vie de l'enfant. Autrement dit, avant, il y avait des enfants qui pouvaient être longtemps placés en famille d'accueil avant qu'on trouve une solution pour eux, avant qu'on intervienne de manière vraiment structurée pour soit les retourner dans leur famille, soit les faire adopter, soit les faire placer en famille d'accueil jusqu'à leur majorité. Maintenant, la loi impose des délais très courts. Quand l'enfant a moins de 2 ans, ça doit être tant de mois maximum avant qu'on ordonne des mesures spécifiques orientées vers un projet de vie particulier. Quand il y a moins de 2 ans, c'est tel délai. Moins de 3 ans, tel délai. Ça varie avec l'âge de l'enfant. Plus l'enfant est petit, plus les délais sont courts. De sorte que maintenant, c'est souvent les enfants sont souvent retirés à leur mère très, très tôt. Il y a des enfants qui sont retirés à leur mère à l'hôpital. Et dans ce temps-là, le délai est très court. On le place en famille d'accueil banque mixte. Et le délai est beaucoup plus court avant que le tribunal laisse prononcer. Et dans cette circonstance-là, je suis en train de perdre le fil de mon idée, là. Ah oui, donc avec l'imposition de ces délais-là dans la loi sur la protection de la jeunesse, ce qu'on sentait venir, c'est qu'il y aurait, pour les intervenants sociaux et pour les juges dans les tribunaux, toute une réflexion à faire sur quand est-il pertinent de passer à l'adoption et quand devrait-on plutôt être plus prudent et attendre avant de statuer de manière définitive. Ce qui a obligé aussi à une réflexion au niveau du ministère de la Justice, et ils ont mis sur pied un groupe de travail qui a été dirigé par ma collègue Carmen Lavallée, là, avec qui je fais la recherche sur les dossiers d'adoption dans le district de Sherbrooke. Elle avait fait sa thèse de doctorat en France, une comparaison France-Québec sur les systèmes d'adoption depuis les débuts en France et au Québec. L'adoption, ça date seulement de 1924, à peu près au Québec, puis en France, à peu près des mêmes dates. Et le groupe de travail qu'elle a dirigé a regardé l'ensemble du régime d'adoption, est arrivé à des propositions qui portent sur 3 points surtout. Il y en a 2 qui ne sont pas conflictueux, qui ne sont pas contestés. Un, c'est d'ouvrir les dossiers d'adoption, de rendre accessibles les contenus, rendre l'accès aux origines plus ouvert, tout en protégeant la vie privée des gens. L'autre, c'est de permettre des ententes entre familles d'origine et familles d'adoption avant, pendant et après l'adoption, ce qui pour l'instant officiellement est interdit, mais qui dans les faits se fait de plus en plus. Donc, à peu près tout le monde était d'accord pour autoriser les familles à ne pas être soumis à l'intermédiaire étatique tout le temps, à pouvoir avoir des ententes entre eux de contact. Le 3e point était plus controversé. C'était d'introduire en droit québécois une forme d'adoption qui ne romprait pas les liens d'origine dans certaines circonstances, notamment quand l'enfant est plus âgé, quand il y a des liens avec la famille d'origine qui sont significatifs, ou dans le cas d'adoption de l'enfant du conjoint. Le comité a remis son rapport en 2007. En 2009, il y a un avant-projet de loi qui a été présenté par le ministre de la Justice qui reprenait sensiblement les mêmes points que dans ce rapport. Et suite à cet avant-projet de loi, il y a eu
une commission parlementaire à laquelle moi et Alain Roy, qui est un autre collègue juriste. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des juristes. Alors là, on revient au notaire. Quand je disais que mon père était notaire, puis que j'avais vécu dans un monde où les notions juridiques étaient présentes au quotidien, je pense que ça colore un peu mon approche de l'adoption. Ça m'a tout de suite intéressé les dimensions juridiques de l'adoption, plus que juste les dimensions des représentations, disons. Alors, avec Alain Roy, on a fait un mémoire dans cette commission parlementaire. On a analysé les propositions qui étaient faites dans l'avant-projet de loi, on en a proposé d'autres, on a proposé des modifications. Ça a amené suite à la commission parlementaire, il y a plusieurs intervenants qui se sont présentés. Et là, le concept de champ est utile pour savoir qui on est c'est sûr qu'on est une sorte d'experts qui ne sont pas les experts centre jeunesse, psychologues, travailleurs sociaux et tout. Qu'on prend une position, Moi, je la prends en me disant c'est mon travail d'anthropologue sur les questions de parenté et de famille qui m'amène à la prendre. Les autres, pour d'autres raisons, qui sont peut-être plus liées aussi à leur... quand je parle des psychologues et tout, eux, ils ont les deux pieds dans le travail concret là, avec les enfants. Moi, moins. Mais bon, il y a eu un projet de loi qui a proposé une forme atténuée d'adoption sans rupture. Il est mort au feuilleton parce qu'il y a eu un changement de gouvernement. L'année d'après, un autre projet de loi a été présenté. Et là, l'équipe ministérielle avait eu le temps de faire quelques modifications encore qui ont réduit encore à peau de chagrin les dispositions qui concernaient l'introduction d'une adoption sans rupture, jusqu'à jusqu'à dire, on pourra garder le lien, si je mets ça dans mes mots, là. On peut, OK, il y aura une adoption sans rupture possible, garder le lien avec l'un ou l'autre des parents, pas nécessairement les deux. Et le parent avec qui un lien sera maintenu, son nom pourrait être mis sur l'acte de naissance, mais ce parent-là n'aura aucun lien de parenté avec son enfant. Donc, ça faisait de reconnaître nominalement le parent d'origine, mais ne pas reconnaître le lien de parenté et surtout explicitement dire qu'il n'existe pas. Avec Carmen, on a écrit un article pour la revue de droit de l'Université McGill qui est paru cet automne. Dans cette analyse qu'on a fait de tous ces projets, cette succession de projets de loi, parce que là, c'est encore à l'étude, cette affaire-là, il va peut-être avoir un nouveau projet de loi qui va paraître bientôt. On arrivait à l'idée que la dernière proposition qui était de garder simplement un lien nominal à un parent comme ça, c'était probablement contaminé par l'idée que là, il faut légiférer sur les mères porteuses. Qu'est-ce qu'on fait pour la reconnaissance d'une filiation entre les deux parents d'intention et l'enfant d'une mère porteuse? Moi, ce que je vois, c'est que le lien juste nominal, ça serait la mère porteuse, disons. Et le lien de filiation reconnu qui emporte tous les droits de la filiation, ça serait les deux parents d'intention. Puis ce que je me dis, c'est que probablement, on est dans une situation comme ça, là, où il y a une diversité de possibilités qui sont rendues possibles par la diversité des comportements familiaux et des formes de procréation assistée. Et le droit est en train d'essayer de prendre en compte toutes ces situations-là pour trouver comment établir la filiation des enfants qui naissent de ces cas-là, pour trouver comment respecter les droits des individus qui revendiquent la paternité ou la maternité de ces enfants-là.
Mais en le faisant, il y a toujours des accros qui se font. Comme par exemple, un des enjeux sur lesquels je travaille, puis je n'avais pas formulé là, depuis que j'ai commencé à parler, c'est la pluriparenté. Est-ce qu'on doit reconnaître la pluriparenté ou pas? Quand on travaille sur l'adoption plénière, puis qu'on se dit qu'il devrait pouvoir y avoir possibilité d'une double appartenance de parenté, on pense à une pluriparenté qui est pas 4 parents ensemble autour d'un enfant, mais 2 axes de filiation, tu sais, 2 filiations, une d'origine, une d'adoption, qui ne se fondent pas l'une dans l'autre, qui sont distinctes, mais qui sont toutes les 2 reconnues. Dans un des cas, l'autorité parentale est donnée aux parents adoptifs et tout. Dans l'autre cas, il y a des droits qui sont retirés aux parents, mais ça persiste comme lien reconnu. Mais quand on est rendu à parler de procréation assistée, par exemple, 2 couples, un couple de gays, un couple de lesbiennes qui ensemble décident de faire un enfant, les revendications vont souvent dans le sens de dire on veut être 3 et 4 parents ou on veut être 3 parents, les 2 mères lesbiennes et le père qui a fourni son sperme pour le... Là, c'est pas le même genre de pluriparenté, c'est une pluriparenté à égalité 3 parents et non pas 2. Ça aussi, c'est une question que le législateur a à se poser. Est-ce qu'on reconnaît plus que 2 parents ou pas? La tendance actuelle, parce que là, il y a eu un comité consultatif sur le droit de la réforme du droit de la famille qui a déposé son rapport au printemps dernier. Ce rapport-là est à l'étude au ministère de la Justice. Dans le rapport, on voit dit, bon, ben non, on en reste à 2 parents parce qu'on n'a pas d'éléments qui nous permettent de croire que plus que 2, ça serait dans l'intérêt de l'enfant. Mais des formules comme celle-là sont des formules pas très... C'est un peu flou dire ça, là. Il y a des réflexions à faire et je pense que les anthropologues ont de quoi à apporter sur des réflexions comme celle-là. Avec Carmen, quand on étudie nos dossiers judiciaires d'adoption, là, ce qu'on est en train de se rendre compte, parce qu'on met en lien les données, les statistiques qu'on dégage, et le droit qui a bougé. Et ce qu'on est en train de mettre en lumière, que tout le monde savait, mais personne ne savait dans le fond, parce que l'adoption d'enfants du conjoint, ça a toujours été une très grande minorité de cas. Mais là, quand on regarde sous l'angle de l'adoption d'enfants du conjoint, on se rend compte que en 1969, la loi maintenait des liens avec le... jusqu'en 1980 à peu près. Il y avait certains liens de droit qui étaient maintenus avec la famille d'origine. Et surtout entre 69 et 80, il y a des liens de droit avec la famille d'origine qui étaient maintenus. Précisément dans le cas de l'adoption de l'enfant du conjoint, et il y avait même à l'acte de naissance l'inscription des 2 filiations. Donc, il y a comme une espèce d'oubli qu'on fait parfois de choses qui ont semblé aller de soi un peu pour le législateur. En 1980, il y a eu une réforme très importante du droit de la famille au Québec. Et là, le Code civil, depuis, dit que tous les enfants sont égaux en droit, peu importe les circonstances de leur naissance. Et l'adoption, qui était auparavant une loi distincte du Code civil, a été intégrée au Code civil. Et il semble qu'ils ont tenu pour acquis que tout ce qui était un critère de différenciation entre les enfants, comme par exemple que certains enfants, leur lien d'origine était maintenu, a été considéré comme un facteur de discrimination. Et il y a eu comme... ils ont éliminé, donc, la possibilité de maintenir des liens d'origine pour les enfants adoptés par le conjoint de leurs parents, par exemple. Donc, une potentialité de la loi qui aurait pu être exploitée en 1980, quand on a intégré l'adoption au Code civil, ne l'a pas été. Aujourd'hui, on discute de la possibilité d'introduire une adoption sans rupture en sachant pas ou en ayant oublié que ça a déjà existé, même si ce n'était pas nommé de cette façon-là. Et il y a vraiment matière pour nous, là, en tout cas, à continuer la discussion quant à savoir si on ne devrait pas au Québec
réfléchir un peu mieux. Ça semble pas être quelque chose qui est bien prévu par le ministère de la Justice, mais en même temps, plus on travaille sur ces données-là, plus on est convaincu, nous autres, que ça serait vraiment quelque chose de pertinent. L'intérêt d'avoir été en partenariat pour faire mes propres travaux sur l'adoption, qui, dans le partenariat de recherche Famille en mouvance et dynamique intergénérationnelle, je ne l'avais pas nommé. Je suis la seule qui travaille comme telle sur l'adoption. C'est pas vrai, il y a Carmen, en tant que juriste, qui travaille là-dessus. Alain Roy a déjà fait partie du partenariat, c'est l'autre juriste avec qui j'avais travaillé. Mais il y a des groupes communautaires aussi, les groupes de familles monoparentales et recomposées s'intéressent à cette question-là. Le ministère, le ministère de la Famille est membre du partenariat. Le fait d'être en partenariat, c'est un contexte qui favorise les échanges entre nous comme chercheurs, mais favorise aussi d'inscrire ces échanges-là comme dans le débat public. On organise souvent des réunions de travail, des séminaires, des colloques où on invite des gens de nos réseaux respectifs. Donc, pas juste des réseaux de chercheurs, mais aussi des réseaux ministériels, des réseaux communautaires. On a donc des interlocuteurs qui nous confrontent, qui nous questionnent, et je pense que ça a été quand même très utile et positif pour nous. Puis j'ai fait partie aussi, dans les dernières années, d'un groupe de l'Université Laval, un ARUC, là, Alliance de recherche université-communauté sur les recompositions familiales, dirigé par une fille de travail social, Marie-Christine Saint-Jacques. Moi, j'étais là en tant que travaillant sur des enjeux de filiation. Je ne travaille pas vraiment plus que ça sur les recompositions familiales, sauf à travers le sujet de l'adoption de l'enfant du conjoint. Mais c'est aussi un contexte où il y avait des gens de différents milieux de pratique, milieux de recherche, qui sont vraiment stimulants et confrontants souvent. Moi, je trouve que c'est une démarche de travail qui est très exigeante, essoufflante, mais en même temps, à la fin de ma carrière, là, je me dis, ah tiens, j'y ai quand même beaucoup appris, j'y ai beaucoup gagné à travailler dans ce contexte-là, même si ça a beaucoup ralenti plusieurs travaux, parce qu'on travaille moins vite quand on est sollicité plus largement, qu'on est moins concentré sur ses propres choses. Surtout les années où j'étais responsable scientifique du partenariat, là, j'avais à m'intéresser aux travaux de gens qui travaillent sur des questions bien différentes, là, sur le couple, sur les politiques familiales, sur les femmes et les familles et l'argent. Donc, c'est exigeant et c'est pas la pratique habituelle des anthropologues. Normalement, on ne va pas en Nouvelle-Guinée pour finir par faire ça. Mais c'est du terrain. Aussi, peut-être que je l'ai vécu différemment de certains collègues parce que je l'ai vécu comme un anthropologue. Donc, en ayant toujours un peu le regard observateur sur comment fonctionnaient les collègues. Puis la notion de champ sur laquelle je reviens tout le temps, là, elle a été utile aussi pour comprendre comment le partenariat évoluait et ce qui se passait dans le partenariat quand il y avait parfois des tensions. Parce que quand on se met à se dire « Ah, ben tiens, ces acteurs-là, dans notre équipe, sont des agents étatiques, les autres sont, ont tels intérêts, leurs alliances sont bonnes pour tel sujet, mais pour tel autre sujet, non, ils sont en compétition. » Ça aide le chercheur à naviguer à travers les conflits et les tensions entre les différents partenaires quand il essaie d'être un peu le sociologue de son milieu de recherche.